Bonjour, ici Julie Leblanc pour une chronique historique. Découvrez votre patrimoine. C'est une initiative que je prends pour refléter la passion que j'ai pour l'histoire et le patrimoine. On commence aujourd'hui avec une travailleuse de lumière qui ne le sait pas. C'est une personne qui a une belle lumière d'âme et on va aller creuser un petit peu le volet historique de sa vie, de la culture, du patrimoine, etc. Alors, on garde le volet anonyme, mais quand même, on rencontre une très gentille dame. Bonjour, bonjour! Allô, allô? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? La galette de sarrasin. C'est vrai? Ah, c'est un poêle à bois, c'est ça? Oui. Fait que là, on fait chauffer le poêle à bois, puis on arrive avec une magnifique galette. Ça veut dire qu'on va dîner, c'est ça? C'est ça. Ah, ben merci beaucoup. Ça fait combien de temps que vous lavez votre poêle à bois? 60 ans. 60 ans, puis ça marche encore? Bien sûr. Bien sûr. Et là, ça, c'est pas votre cuisine principale? Non, mais non. On a la cuisinière électrique en haut. OK. Je vais juste vous dire que je suis en train de manger la meilleure soupe au poulet du monde. C'est délicieux. Je sais pas, c'est quoi votre truc pour la soupe au poulet? Il faut que ça bouille longtemps. Il faut faire bouillir une cuisse avec des oignons, une carotte. Vous l'avez fait sur le poêle à bois? Céleri, oui. Ça bouille 3 heures de temps. Pour faire un bon bouillon, il faut que ça bouille longtemps. Sérieusement, là, je vous jure, c'est vraiment la meilleure soupe que j'ai mangée au monde. Fait que le truc, 3 heures sur le poêle à bois. C'est des vieilles fenêtres. Merci beaucoup de nous recevoir pour cette chronique historique. Je dois vous avouer que j'ai mangé le meilleur repas de ma vie. Sérieusement, la soupe au poulet était exquise, inégalée. Et surtout la galette à sarrasin, toute moelleuse, toute tendre, avec du sirop d'érable. Merci beaucoup de m'avoir fait connaître ça m'a fait plaisir. Cette tradition alimentaire. Est-ce qu'il y en a d'autres traditions alimentaires un peu comme ça? Il y en a beaucoup, mais je ne saurais pas donner ça à l'espace de quelques minutes. Là. On va commencer par votre parcours. En quelle année êtes-vous né? En 1931. En 1931 au Québec. Oui. Vous êtes descendante québécoise, vous connaissez votre arbre généalogique? Oui, mais bon, oui. Vous venez de la France? Oui, dans la région de la Pagos. En quelle année vos descendants sont arrivés ici? 1640 quelques, je ne peux pas vous dire exactement, mais c'est dans les 1640 quelques. Et moi, le premier ancêtre s'appelait Olivier Charbonneau. OK. Alors, on vient de descendants de Français qui ont immigré au Québec. Oui. Et donc, vous êtes né en 1931. Le contexte économique, on voit un petit peu que c'était la crise là, de 1929 et tout ça. Fait que c'est comme la fin de ce mouvement-là. Ça a été probablement dur pour vos parents de commencer une famille dans ces années économiques-là difficiles. Oui, oui. Mais je sais que mes parents étaient obligés de s'exiler à Labelle. Dans le Nord? Dans le Nord. Puis pour travailler, parce qu'à ce moment-là, le travail était très rare. Puis mon grand-père était sur un chantier de bûcheron, qui avait besoin des hommes. Là, mon père et ma mère se sont allés chez mes grands-parents. Puis je suis venue au monde là, en octobre 1931. Dans le Nord? À Labelle. Et puis là, votre père travaillait, votre mère, j'imagine, était à la maison pour... est-ce que vous les construire? Je sais pas, est-ce qu'ils sont arrivés dans une maison construite? Non, ils demeuraient chez mes grands-parents. Ils demeuraient chez mes grands-parents parce que c'était juste temporaire. Parce que quand le travail a repris à Saint-Jérôme, ils se sont revenus à Saint-Jérôme. Ils avaient laissé leur logement, il y avait un logement. Ils avaient laissé ça là, puis quand le travail a commencé à Saint-Jérôme, ils se sont revenus à Saint-Jérôme. Puis là, vous aviez quel âge à peu près dans ce temps-là? 2-3 mois, je ne sais pas. Ah oui, OK. Oui. Et puis là, dans une nouvelle évolution, votre mère s'occupe quand même de l'enfant qui est là. Oui, oui. Le père va travailler. C'est ça. La mère, dans le fond, ça tourne
à faire quoi un petit peu? Bien, la routine habituelle. Dans une maison, dans ce temps-là, je faisais les travaux ménagers, un peu de couture, un peu de tricot, un peu tout ça de choses. Et là, vous, dans le fond, vous êtes la première de votre famille. Oui. Mais on compte les fausses couches puis les morts à la naissance. Là. Vos parents ont eu combien d'enfants au total? Ma mère a eu 14 grossesses. Ah, mon Dieu! Dont 12 qui ont été à terme. OK, donc elle en a perdu 2. Oui. 12 à enfants. terme, 12 enfants vivants. Fait qu'elle a commencé sa famille en 1931, puis elle a fini En 1953. OK, donc en à peu près 20 ans, grosso près dans modo. 20 ans, Elle a oui. eu 12 enfants en 20 ans. Oui. Wow! Avez-vous commencé à participer à la maison? Bon, je dirais qu'à 5 ans à peu près, parce que quand j'avais 5 ans, j'avais 4 frères et sœurs. Wow! J'avais un frère et 2 sœurs. On était 4. Les 4 premiers, on a un an de différence. Et puis là, à 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? On lave le linge avec les tordeurs? Oui, j'aidais ma mère. Là, je faisais pas le travail au complet. J'aidais ma mère, si on peut dire ça ainsi. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu c'est quoi l'effet que ça fait quand on a 5 ans comme ça, puis on sent la charge, la responsabilité d'aider la mère? Pas du tout, pas du tout. Non. Je ne sentais pas aucune charge parce que ma mère, elle ne nous a jamais fait voir qu'on était une charge, premièrement. Puis, moi, ça allait de soi que j'avais soin de mes petits frères et petites sœurs plus jeunes. Ça allait de soi. Est-ce que dans ce temps-là, les enfants pouvaient jouer ou Oui. Y avait-il une liberté là-dessus? Oui, on jouait beaucoup, puis on avait été très, très créatifs. On n'avait pas des jouets comme aujourd'hui, là, plein. On se faisait nos jeux à nous-mêmes, on se faisait des petits jeux de faire maison, là, qu'on peut dire, parce qu'on avait des étrennes à Noël, mais à part de ça, on n'achetait pas de cadeaux, on n'avait pas de cadeaux. Là. C'est quoi des étreintes? Les étrennes, c'est des cadeaux de Noël. Okay. On appelait ça des étrennes. OK. Puis là, c'est classique de dire qu'on recevait une orange à Noël? Une orange puis une pomme dans un bas. On étendait un bas, le bas de Noël. Un bas à nous, là. Même des fois, on trichait parce qu'on prenait les bas à mon père, était plus grand. Puis là, il mettait une pomme. Bien, dans ce temps-là, on avait des oranges juste au jour de l'an. Il n'y avait pas d'orange dans l'année. OK. Non, pour ça que même aujourd'hui, des fois, quand je sens l'odeur d'une orange, je me dis, ça sent le jour de l'an. Ah, wow! Donc, une pomme orange. Puis il y a des bonbons clairs, là. Du sucre d'orge, là. Tu sais, les animaux en bonbons clairs, c'était rouge, là. Ça, on avait ça aussi. Puis, bien souvent, ils mettaient une liqueur, une boisson gazeuse au pied pas dans le bas, parce que ça allait tomber le bas, mais on avait une boisson gazeuse au jour de l'an. En verre, là? En verre, comme Snow White, puis je sais pas, ceux qui sont vieux, ils s'en rappellent, là. Et les jeunes ne connaissent pas ça. Il y avait juste un salaire dans ce temps-là? Oui. Ben oui, ma mère travaillait pas à l'extérieur. Mais elle faisait le linge, Elle j'imagine? cousait beaucoup. Elle faisait tout notre linge, les manteaux, les pantalons des petits gars, des blouses, des jupes, toutes sortes de choses. Là. Et là, j'imagine que le linge se passait quand c'était trop grand, ça allait Oui, ça allait, oui. À part la couture, bon, le lavage qui se faisait à main, parce qu'il n'y avait pas d'électroménager à ce moment-là. Bien, on avait, de ma connaissance, moi, c'était une machine à laver avec un agitateur dans le milieu. Il fallait remplir la cuve, puis transférer ça dans un seau d'eau de javel, après ça, transférer ça dans la cuve de rinçage. C'était pas comme aujourd'hui. C'est en quelle année, ça? Bien, ma connaissance, c'était à peu près quand j'avais 3-4 ans. Je veux dire en 1934, 35 à peu près. L'ancêtre, dans le fond, c'était pas tout à planche à râper comme ça? Non. On avait une petite planche on appelait ça une planche à laver. OK. Ça, c'est pour les vêtements plus sales, qu'il faut vraiment frotter là, pour enlever les taches. Et à part de ça, moi, j'ai pas connu ça. Et puis, pour l'alimentation, comment vous faisiez à cette époque-là? Est-ce qu'il y avait un magasin général ou est-ce qu'il y avait des légumes dans le jardin? Oui, on avait un jardin, puis en plus, il y avait des épiceries ordinaires, là, qu'aujourd'hui, on appellerait un dépanneur. OK. C'était à peu près ça, c'était à peu près la grosseur, c'était pas gros, là, dans ce temps-là. Puis là, on faisait notre commande. Tu sais,
Le monsieur venait avec un calepin, puis il prenait la commande, puis il venait nous livrer ça après. Est-ce que vous avez commencé à aller à l'école, c'était-tu des écoles de rang comme on voit dans Émilie Bordelot? Non, moi j'ai été élevée dans la ville, j'ai pas été élevée dans la campagne. OK. Fait qu'on avait notre école, était à 200-300 pieds de la maison, fait qu'on allait dîner chez nous, on allait à pied à l'école. OK, puis c'était-tu des classes mixtes ou tu avais tous les niveaux? Non, c'était des classes mixtes, mais un niveau à la fois, là. Première, deuxième, troisième, quatrième. OK. Ah, intéressant. Et là, vous avez été à l'école jusqu'à quel âge à peu près? Quel degré? Que c'était permis pour les femmes d'aller à l'école, j'imagine? Moi, j'ai été jusqu'en 9e année, mais j'ai pas fini ma 9e année parce que j'ai resté à la maison avec ma mère parce qu'elle venait d'avoir son 9e enfant à peu près. OK. J'ai resté à la maison pour lui aider. Ah, fait que déjà là, on était dans une dévotion, mais j'ai cru comprendre que vous avez aussi travaillé à l'extérieur de la maison dans un bas âge. Oui, à 12 ans, 11 ou 12 ans, là j'ai été travailler en usine. En usine? En usine. Les femmes étaient admises en usine? Oui, bien c'est-à-dire que moi j'avais 12 ans, mettons 11 ou 12 ans, puis en usine, on nous acceptait pour le temps des vacances. Ah, OK. 2 mois. J'étais supposée travailler 2 mois, mais finalement, j'ai pas arrêté de travailler. J'ai resté là jusqu'à temps de me marier. Est-ce que les femmes étaient acceptées en usine à cause de la Deuxième Guerre mondiale? Parce que c'est à peu près dans les temps, non? Ben non, elle n'était pas arrivée, la guerre mondiale. Ah, ben non, 39. Elle était arrivée en 39. OK. 1939 jusqu'à 45. Ça, c'était ce que je parle, là. Ben, non, c'était pas arrivé encore la guerre quand j'étais travailler. Puis ça fait quoi d'avoir une vie de jeune fille et de jeune femme comme ça quand on est dévoué à la maison pour aider maman? Puis après ça, on va travailler dans une usine, faire des grosses journées. J'imagine que votre salaire, vous le donniez tout à votre famille. Ben oui, parce que c'est ça, pour ma mère se privait de moi pour y aider à la maison pour que je rapporte de l'argent, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. Une journée d'ouvrage dans une usine dans les années, je ne sais pas, 1930 quelques, c'est combien ça vous... moi, j'ai gagné 25 sous de l'heure. 25 sous de l'heure? Pour gagner 25 sous de l'heure, il fallait faire un montant fixe. Nous, on faisait des chaussures. Il fallait que tu fasses tant de paires de chaussures pour gagner 25 sous de l'heure. Tu faisais moins que tant de paires, je ne me souviens pas combien de paires. Si tu faisais moins que ça, ton salaire baissait. Ah oui? Et après ça, on était payé au bonus. Bonus, ça voulait dire si tu en fais beaucoup, tu gagnes plus, à l'heure. Bon, supposons qu'avec 25 cents de l'heure, qu'est-ce qu'on pouvait acheter à 25 sous, exemple, à l'épicerie, ou qu'est-ce qu'on pouvait faire avec 25 sous dans ce temps-là? Je me souviens pas exactement, parce que je ne voulais pas induire les gens en erreur, mais il me semble que pour 25 sous, tu avais une livre de beurre, là. OK. Puis un pain, puis tout ça, tu sais. Tandis qu'aujourd'hui, tu gagnes 30 piastres de l'heure, tu payes la livre de beurre 3, 4, 5 piastres, mettons. C'est pas pareil. Ça, oui, OK. Fait que ça a monté. C'était cher. Pour le temps, moi, je trouve que c'était cher. Pour ce qu'on gagnait, là, c'était cher. Côté loisirs, OK, on investit beaucoup de temps dans la famille puis au travail, mais comment le temps que vous aviez pour vous, là, est-ce que vous aviez des sorties, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce qu'il y avait des amis ou tout ça? C'est quoi? On avait quelques amis, mais il y avait des loisirs, il n'y en avait pas. Non? On n'avait pas, non, c'était, les loisirs, c'était, on se ramassait, mettons, un groupe le samedi soir pour jouer aux cartes. C'est toutes des choses qui ne coûtaient rien. Parce qu'on ne faisait pas de voyage, on ne faisait pas de sortie, on n'avait pas assez d'argent pour ça. C'était quasiment la survie, là, tu sais. On n'avait pas d'argent pour faire des voyages. Dans mon cas, en tout cas. Est-ce qu'on a goûté au côté traditionnel avec les violons, puis les harmonicas, puis les accordéons? Pas chez nous. Il y a quelques familles qui avaient des musiciens dans leur groupe, mais nous, on n'avait pas de musiciens, fait que c'était assez tranquille.
Puis les fêtes, comment ça se passait? Mettons, à votre anniversaire, là? Ah ben, on avait notre petit gâteau, puis on chantait bonne fête, puis quelques petites surprises, mais à part de ça, c'était bien, bien rudimentaire. Dans ce temps-là, votre parrain, marraine, c'était souvent des membres de la famille? Oui, oui. Dans mon cas, c'était mon grand-père, ma grand-mère maternelle, puis il restait pas ici, il restait à Greenpeace, ça fait que je les voyais. Ah oui? Ah ben. Puis vous, en étant la sœur aînée, est-ce que vous aviez eu le privilège d'être marraine ou de plus jeune en arrière? Oui, j'ai eu le privilège d'être marraine pour ma sœur, une de mes sœurs, avec mon ami du temps, qui est devenu mon mari après. J'avais juste 16 ans quand ma jeune sœur est née. OK. Fait que dans le fond, parlez-nous donc de votre mariage, de comment vous avez rencontré votre mari, comment que les gens se rencontraient justement, c'était des relations de la famille qui faisaient en sorte que... Oui, bien moi j'ai rencontré mon mari, bien on restait sur la même rue, et puis je le voyais passer. Et puis à un moment donné, c'était mon anniversaire, justement j'avais 16 ans, 15 ans ou 16 ans. Et puis ma soeur elle m'a organisé une petite fête avec les gens d'alentour, les jeunes d'alentour. Elle a invité mon mari, mon mari qui est devenu mon mari. Là. Et puis là, on s'est vus, puis on s'est connus, mais lui, il était pas mal plus vieux que moi. Il avait 20 ans, il en avait 25, 15, je pense même. Et puis finalement, de fil en aiguille, à un moment donné, il est venu chez nous, puis on est allé au théâtre ensemble, puis ça a fini qu'il est sorti avec moi. Quand vous dites le théâtre, c'est le théâtre ou le cinéma de l'époque? Le cinéma, j'avais pas de théâtre ici. C'est le cinéma, le Lex dans le temps, à Saint-Jérôme. C'est ça. Mais dans ce temps-là, il fallait amener quelqu'un, on ne pouvait pas aller une fille toute seule avec un gars. Non? Il fallait que j'amène ma soeur. Donc, il y avait un chaperon? Un chaperon. Un chaperon. Les fréquentations, comment ça marchait pour arriver à dire, OK, là, on se marie, là? C'est quoi le processus? Bon, OK, on va au cinéma, il y a un chaperon, là, on apprend à se connaître comme ça, mais ça dure combien de temps avant d'arriver, je sais pas, à se tenir la main ou à se donner un bec? Comment ça marchait? Ben, je commençais, au début, il venait juste les samedis soirs, le dimanche, je venais pas dans la semaine. Ensuite, ben, un peu plus tard, ben là, finalement, parce qu'on a sorti 3 ans ensemble, fait que c'était graduel. Hein? Puis après ça, ben, il venait le mardi. Nous autres, dans ce temps-là, on appelait ça les bons soirs. C'est le dimanche, le samedi-dimanche, mardi, jeudi. Ça, c'est des bons, on appelait ça des bons soirs. Puis là, on recevait notre chum les bons soirs. Puis là, recevoir les chums, c'est-à-dire le chum est là, mais toute la famille est là. Ben oui, toute la famille est là, certain. Qu'est-ce que tu veux, chez nous, c'était pas une grande maison, qu'on était... Ben à ce moment-là, mon petit frère, le plus jeune, était... Ben ma soeur est née, je suis sortie avec mon mari. Puis elle est venue 4 après. OK. Mais est-ce que vous y allez dans cette famille ou c'était juste lui qui venait vous voir? Non, j'allais de temps en temps. Ben pas au début, là, mais après ça, j'allais de temps en temps chez ses parents. Oui. OK. Les demandes en mariage dans ce temps-là, comment ça se passait? Oh, je ne sais plus. Une de ma soeur, ma suivante qui me suivait, là, il voulait se marier. Fait que là, ben, ma mère a dit, si vous mariez, on va faire un mariage double. Parce qu'on était pas grand-chose de différent. Finalement, c'est ça qui a enclenché l'affaire, puis finalement. Fait que vous êtes mariés double, donc un vous mariage et votre double. sœur, Ma soeur et moi, ouais, ma soeur et moi, puis les maris respectifs. Puis mon père m'a servi de témoin, puis mon oncle a servi de témoin à ma soeur. OK. Là, on parle de mariage catholique. Oui, oui. OK. Oui. Donc, c'est une culture qui émane de la religion catholique. Oui. Dans ce temps-là, il n'y a pas autre chose. Puis, au niveau de la religion catholique, si vous me permettez, c'était l'église à tous les dimanches? Oui. Y avait-il d'autres choses que l'église à tous les dimanches? Ben oui, il y avait des cérémonies, il y avait des vêpres le dimanche au soir, il y avait dans les jours saints, le Pâques et tout ça, c'était tout bien fêté. Comme l'Immaculée Conception, le 8 décembre, il fallait aller à la messe, tout ça. Il y avait beaucoup de jours il fallait aller à la messe. Au niveau de l'éducation de la religion, vous, est-ce que ça vous a amené à développer votre foi ou à nourrir, cultiver votre foi? Vous étiez une personne qui pratiquait dans le sens où vous priez beaucoup? Oui, j'étais croyante pratiquante, je le suis encore d'ailleurs. OK.
Et puis, parce qu'on se parlait tantôt, mais vous aviez dit qu'avant même que vous vous mariez, vous priez déjà pour les générations futures. Les futurs enfants, oui. Donc, vous aviez, je sais pas, on parle de 14-15 ans. À peu près. Vous faisiez des prières pour les enfants que vous alliez avoir, puis vos petits-enfants qui allaient suivre de ça. Oui, tout à fait. Donc, vous avez cultivé la foi. Toujours, oui. Mais c'était quoi l'essence de vos prières? C'était d'en avoir? C'était qu'ils soient heureux? C'était pour la santé, réussir dans leur vie, puis tout ça, là, toutes sortes de... Donc là, vous avez 14 ans, vous priez pour vos futurs enfants qui soient heureux, puis en santé. J'avais trouvé une prière dans un livre, là, puis je l'avais faite mienne, que je la récitais tout le temps. Je vais juste vous montrer. Fait que pour les gens qui viennent couper le gazon, là, elle leur fait un petit snack comme ça. Fait qu'on revient dans l'entrevue après que les biscuits seront dégustés. Alors, on s'est mariés double à l'église. Ça, déjà là, c'était le fun. On en voit presque plus des mariages doubles. Et puis, bon, c'était quoi la lune de miel dans ce temps-là? Oh, bien, on était allés en voyage une semaine à Niagara Falls. Dans ce temps-là, c'était le gros en 1951. C'était la grosse mode, là. Tous les mariés allaient là, presque. Et puis, on est venu une semaine après. On était une semaine après à Tunis. J'imagine que vous avez une famille à vous par la suite. Ben oui. Avez-vous eu 12 enfants, vous aussi? Non, non. Non, j'en ai eu 5. 5 enfants? Wow! Donc, 5 enfants. Est-ce que c'était prévu d'en avoir 5? Comment on décide d'avoir 5 enfants? Non, dans ce temps-là, on ne décidait rien. Parce qu'on n'avait aucun moyen de contraception. On prenait les enfants comme ils venaient. OK. Oui. Donc, pas de contraception? Non. Je ne connaissais pas ça. Mais il y en avait peut-être, mais moi, je ne connaissais pas ça. J'ai cru comprendre que vous et votre mari avez bâti votre propre maison. Oui. Donc, on s'est mariés, puis ensuite, on a commencé à bâtir la maison? Non, on a commencé à bâtir en 1949. OK. Mais on n'avait pas beaucoup de sous. C'est qu'on allait petit peu par petit peu pour finir par se marier en 51. Puis on a continué. Mais même elle n'était pas finie, la maison en 51 non plus. Mais on a continué après ça. Donc, vous aviez j'imagine que vous travailliez, quand vous êtes mariés, vous n'étiez plus à l'usine? J'ai travaillé, oui, un moment après. À peu près 3-4 mois après être mariée, j'ai continué à travailler. Sauf que votre salaire n'allait plus à votre mère, mais à votre maison. C'est ça. OK. Donc, exemple, on avait un salaire de 10 $. Il faut dire qu'en dernier, les premières payes, je donnais tout, mais en dernier, là, on se payait comme une pension à ma mère. OK. Ma mère me laissait, ben oui, il fallait, là, surtout que je me mariais, il fallait que je commence à. Dans ce temps-là, on faisait un trousseau. Il fallait commencer à acheter des choses pour le trousseau. Après ça, c'était comme une pension hebdomadaire. Et puis, vous avez, exemple, un salaire de 10 $ par semaine qui rentrait. On prenait, exemple, on prenait 8 $, puis on le mettait sur la maison, on achetait des matériaux, on construisait un petit peu. C'est ça. Petit à petit, parce qu'on ne pouvait pas emprunter dans ce temps-là. Hein? C'était impossible d'emprunter. On n'avait rien en garantie, on ne pouvait pas emprunter. Donc, c'était difficile d'emprunter, ne serait-ce que pour acheter une hypothèque ou quoi que ce soit. Ouais. Puis, il n'y avait pas de prestations aussi gouvernementales pour vous aider. Non. C'est pas à ma connaissance. OK. Ça a pris plusieurs années, finalement, à construire votre maison? Ben oui. On a fini le dehors. C'est ça qui était le plus important. Et le dedans, ben, on a fini à temps perdu. On va reprendre après la tondeuse. Quand vous avez commencé, dans le fond, pour votre première grossesse, là, comment ça marchait? Parce que médicalement, c'est pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas des suivis tout le temps, puis des échographies, puis des... Non, échographie, il n'y en avait pas. Mais non, on ne savait pas. Puis, mais on avait un médecin. J'avais un médecin de famille qui avait accouché ma mère. Non. Qui avait accouché ma mère pour tous les autres enfants, sauf moi. Parce qu'elle était à Saint-Jérôme. Puis, c'est le même médecin que j'ai pris. Après ça, il s'est retiré, j'ai pris un autre médecin. OK. Puis, donc, on n'a pas accouché tout seul dans sa chambre? Non. L'hôpital, j'ai eu ma première fille là, en 1952. L'hôpital venait d'ouvrir, l'hôpital Saint-Jérôme venait d'ouvrir, c'était tout neuf. J'ai accouché là à l'hôpital. Dans ce temps-là, on restait une semaine.
Ah à oui? l'hôpital. Oui. OK. Oui. Puis l'allaitement, tout ça? Non, l'allaitement dans mon temps, là, c'était pas à moi. Personne n'allaitait. Non? Non, dans les filles, peut-être une ou deux sur toutes les tâches, mais c'était pas fréquent. OK. Puis pendant ce temps-là, dans le fond, le mari, il travaillait toujours? Oui, oui, oui. Ah oui, le mari, lui, venait juste à l'accouchement, comme ça, sans travailler. C'était pas comme aujourd'hui, là. OK. Il n'y avait pas de congé parental, il n'y en avait pas. Et puis, quand on a commencé à faire, bon, la famille comme ça, à un moment donné, il y a sûrement de l'aide, vos sœurs et tout ça que vous avez aidé, est-ce qu'ils sont venus? Comment ça marchait? Bien, on s'entendait beaucoup dans la famille. Malgré que quand on sortait de l'hôpital, on avait une semaine, le bébé avait une semaine, c'était déjà beau. Puis, on s'entraidait comme ça, un peu les sœurs, un peu la belle-mère, un peu la maman. On s'entraidait. Puis, quand on arrive à avoir un enfant, bon, ben, c'est le processus de, OK, là, on le baptise, puis là, on en repart un autre. Ben là, non, c'était la grâce de Dieu, là. Puis moi, j'ai été 3 ans, mais ma fille et mon garçon, ils ont 3 ans de différence. OK. Fait que ça a tombé comme ça, je sais pas pourquoi, mais ça a tombé comme ça. OK. Et puis, bon, quand vous avez terminé votre famille avec vos 5 enfants, vous, dans le fond, vous étiez à la maison pour justement l'éducation des enfants. Le mari travaille toujours. Oui. Puis, le temps de couple, le temps de qualité, est-ce que ça vous arrivait des fois d'avoir bon, OK, viens-t'en mon mari, on s'en va prendre une petite fin de semaine ici et là? On n'a pas de fin de semaine, mais souvent, quand on allait faire des commissions ou quelque chose, on en allait visiter la famille. Ça, on avait. Côté politique, parce que je crois savoir que vous êtes très au courant de ce qui se passe depuis longtemps. Ben, un peu, oui. C'est quoi la différence entre la politique dans votre début de vie, là, puis la politique aujourd'hui? Comment ça a évolué? Bien, on était moins au courant parce qu'on a beaucoup moins d'informations. D'abord, premièrement, la télé commençait. On a eu la télé à peu près en 1952. Avant ça, il n'y en avait pas. Puis mon mari a été organisateur d'un parti à un moment donné, en 58, 59, 60, quelque chose de même. Puis c'était pas du tout pareil. C'était des assemblées dans des endroits comme des écoles, des choses comme ça, des salles. C'était pas du tout pareil. Le droit de vote, je pense, est arrivé en 1907 au fédéral, puis dans... 40, je pense. Au provincial. Pas sûr, ouais. OK, fait que dans le fond, vous êtes arrivé, vous commenciez à avoir l'âge de voter. C'est ça. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai voté, c'est tout. OK. Puis, toute l'évolution de la condition de la femme et tout ça, là, parce que vous avez quand même vu des contraceptions arriver et tout ça, comment vous avez suivi le mouvement sans nécessairement, j'imagine, être très impliqué non plus? Vous n'avez pas été le genre de madame à brûler sa brassière? Non, mais je me souviens, par exemple, que le premier passeport que j'ai eu avait fallu que mon mari signe parce que j'étais considérée comme une mineure. OK. Malgré que j'étais majeure à ce moment-là. Et puis, c'est ça, là, on ne pouvait pas emprunter aux banques, on ne pouvait pas rien. On ne pouvait pas même se faire opérer. Il fallait que notre mari signe pour se faire opérer, pour avoir une intervention chirurgicale. Ah oui? Oui. Et après, là, avec le féminisme et puis tout ça, là, les femmes qui se sont données, là, comme Claire Casgrain, puis Madame Casgrain aussi, une autre madame, qui ont ouvert la porte à beaucoup de femmes pour être plus autonomes. Puis, ça a paru, ça, j'imagine, dans votre vie familiale? Pas direct, un peu, mais pas tant que ça, parce que je n'étais pas, dans la publicité, dans les choses publiques, de toute façon. Ça m'a moins atteint que si j'avais été dans la chose publique. Ça a-tu apporté une révolution d'avoir les électroménagers, poêles, frigidaires, laveuses, etc.? Ah, ben oui, c'est tout une autre chose, là. Surtout les laveuses automatiques, ça a été une grosse révolution. Parce qu'il fallait. Rien ne se faisait automatiquement, il fallait tout faire à la main, là. C'était pas pareil du tout. Là, tu pèses sur un bouton, ça marche. Ça fait quoi de consacrer sa vie à temps plein à 5 enfants, puis de faire rouler la maison, puis l'école? Puis ça fait quoi de gérer juste la famille tout seul parce que le mari est au travail, tu sais? Ah, ben moi, ça me donne une grande satisfaction, puis je ne regrette pas de l'avoir fait. Je suis bien contente de l'avoir fait, puis je ne sais pas si j'aurais été
capable d'aller porter mes enfants à la garderie. Non? Je ne vois pas ça. Non, moi, dans mon idée à moi, je n'aurais pas aimé ça. Mais votre temps personnel, là, le don à soi, là... Mais c'était ça, c'était le don de soi, puis j'étais heureuse là-dedans. Mais il n'y avait plus rien pour vous. Ben, si peu, peut-être peu, mais moi, j'en ai pas souffert du tout. Parce que là, ça commence, exemple, à 6 h du matin, quand ça fait leur nuit, puis Oui. ça se couche, mettons, à 8-9 h le soir. Oui, oui. Il ne reste plus grand temps, là, Non, pour vous. non, Ne mais serait-ce je fais rien. de dire, Je fais rien. J'ai essayé d'être une bonne mère et une bonne épouse en même temps. Je voulais pas un au détriment de l'autre. Comment vous avez arrivé à trouver l'équilibre là-dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de recette magique. J'étais faite comme ça, puis ça allait de soi. Est-ce que dans cette époque-là, c'était la mode d'exprimer ses besoins ou d'exprimer ses idées et tout ça? Est-ce que vous aviez une communication peut-être plus moderne avec votre conciliance de travail, épouse, ben pas travail, mais Ouais. est-ce que vous aviez quand même une voix dans tout ça? Moi, oui, je calcule que oui, sauf que j'étais pas un genre pour être leader. Hein. Fait que j'étais peut-être soumise, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, soumise, mais moi, ça faisait mon affaire comme ça. Bien, soumise dans le sens que, tu sais, vous faites ce que vous avez à faire et Ouais. tout, mais si vous Mais aviez... le devoir était beaucoup, tu sais, quand on disait qu'il faut faire son devoir, le devoir passe avant tout. C'est le devoir d'épouse, le devoir de mère, c'est tout. Comment vous faites? Moi, j'ai le devoir avant tout. Oui. Je suis peut-être plus dans le plaisir que dans le devoir avant tout, là. Ben, j'ai eu du plaisir aussi. J'étais pas triste, j'étais pas taciturne, là. J'ai eu du plaisir à faire ça, puis j'ai apprécié mon temps avec les enfants à tout âge. Parce que j'ai eu des bons enfants qui m'ont jamais donné de gros troubles, là, tu sais. Et puis, moi, j'ai été très, très heureuse dans ça. Mais est-ce que ça vous arrivait de dire à votre mari, exemple, non, ça, je le sens pas, ça passe pas, ou t'es peut-être trop strict, ou est-ce que vous aviez une opinion? Est-ce que comment ça marchait? Ben, nous, on avait comme leitmotiv, quand il fallait parler des enfants, on ne parlait jamais devant eux. OK. Si on allait faire des commissions, on était seuls dans l'auto. Là, on se parlait, puis on disait, par exemple, si une des filles disait, ben, je vais aller tel party, tel soir, puis à tel âge, il y avait une restriction selon l'âge. Mais là, on disait, est-ce qu'on le permet ou pas? Il fallait être d'accord, parce que si un dit oui, l'autre dit non, ça ne marche pas. Là. OK. Oui. Mais c'est un bon truc. Fait Oui. que, il y avait Puis il n'a jamais se couché le soir avec une crotte sur le cœur, moi, tu sais, un conflit. un conflit. Tu règles ça avant de te coucher parce que le fossé se creuse, c'est plus difficile. Et ça marchait, hein, parce que vous avez été mariés pendant 65 ans. 65 ans, puis là, c'est parce que monsieur est passé de l'autre côté, mais Oui, quand oui. même, Il 65 serait encore ans. là. Il serait encore là, si c'était ça. 65 ans de mariage. Puis on a sorti 3 ans et demi ensemble. Bon, fait que mettons, vous avez une relation de 70 ans. arrondi, là. Oui, oui. Est-ce que ça vous est déjà, parce que quand il y a eu comme la mode des divorces passés et tout ça, vous avez regardé, tu sais, c'est pas venu vous chercher, jamais passé à l'esprit de... Jamais j'ai eu l'ombre d'une idée de me séparer ou de divorcer, jamais, jamais. Wow! Mais il faut dire que quand on s'est connus, on s'est mariés, on s'aimait. C'est ça l'histoire. C'est ça on s'aimait avec un grand A, si on peut dire ça de même. Donc, vous avez vraiment pris le temps de vous connaître, ce qui a fondé des liens amoureux profonds. Avant le sexe aussi. Avant le sexe. Donc, Parce 3 que ans 3 avant ans, le sexe. ben oui, 3 ans avant le sexe. ben oui, dans ce temps-là, on se chez nous dans le salon avec le trolley d'enfants en arrière. Il n'y avait pas moyen de se faire du Puis là, qui viennent coucher chez vous, etc. Parce que j'imagine que vous étiez plusieurs dans votre chambre. Ben oui, on était plusieurs certains. Fait que, dans le fond, vous n'avez jamais eu de moment de solitude. Vous étiez dans votre chambre avec 4-5 sœurs, j'imagine. Oui, mais pas 400, mais j'ai 5 sœurs, là. OK. Fait que vous étiez plusieurs dans la chambre. Après ça, le travail. Après ça, le mari, la vie de couple. Fait que finalement, vous n'avez jamais été tout seul. Ben non, j'ai été toute seule quand j'ai perdu mon mari, puis c'est là que je m'en suis rendu compte. Wow! Un matin, j'ai dit, oh, c'est la première fois que je suis toute seule dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose aussi. Ah, c'est quelque chose. Comment vous avez pensé ça? Avec la foi, on passe partout. Avec la foi?
On passe partout. Comment qu'on met de la foi dans quelque chose de très lourd émotivement? Mais c'est ça, la foi, c'est un mystère, hein? C'est un mystère. Fait que dans le fond, vous vous sentez accompagné par la foi qui vous amène à vous adapter aux situations. Oui, bien, je me consolais quand je me disais mon mari est heureux. C'est juste ça que je Il est mort naturellement aussi. Naturellement, dans mon lit. Dans votre lit? Oui. Ça fait quoi quand on se couche dans son lit? Je me suis, tout de suite, le soir, je me suis couchée dans le même lit. Oui? Oui. C'est une dame très courageuse. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais c'est évident. Non, j'ai pas plus de courage que d'autres. Je fais comme ça, c'est tout. J'aimerais porter à l'attention parce que, vous qui avez prié beaucoup pour vos enfants, vous avez passé rapidement sur le fait tantôt que vous n'avez jamais eu de problème. Donc, j'imagine, de vos enfants, et il n'y en a pas qui ont fait de la prison, qui ont eu des problèmes de drogue ou qui ont fait des choses. Non. Donc, c'est des enfants qui ont été conçus et nourris par la lumière et ça a fait des gens, j'imagine que vos enfants travaillent tous. Oui. Ou j'imagine qu'il y en a qui doivent être rendus à la retraite Oui, aussi. oui. Mais ce sont des gens qui se sont dévoués pour leur travail. Oui, se dévouent encore. Se dévouent encore beaucoup. Puis, est-ce que cette source-là a été aussi au niveau de vos petits-enfants? J'imagine qu'il n'y a pas de vos petits-enfants qui sont dans des problèmes de drogue ou de criminels, ou etc. Ouais, on est très chanceux. Tous les petits-enfants sont tous très bien placés. Tout. Donc, vous avez vraiment réussi votre mission, là? Bien, j'espère. Bien, là, premièrement, vous l'avez préparé en conscience. Ouais. Puis ça a apporté des fruits. Oui. Puis là, vous êtes arrière-grand-mère aussi. Oui, de 4 beaux petits-enfants. Ça fait quoi d'être... Tu sais, on arrive au processus, puis là, je suis grand-mère. Ça fait quoi dans un premier temps? Bien, moi, j'ai aimé ça. J'aime ça d'abord. Ils sont tellement gentils, ils sont tellement bien élevés. Et puis, on s'aime beaucoup. Ça fait encore un petit peu plus d'amour à donner, c'est tout. Puis là, quand on apprend qu'on devient arrière-grand-mère, là, ça doit être un petit peu... Arrière, bien là, c'est parce que tu dis là, je suis rendue vieille. Non, mais ça ne me dérange pas d'être vieille, je suis bien contente. Mais non, c'est toujours un petit peu plus d'amour, c'est tout. Si on regarde le climat, okay, parce qu'on en parle pas mal au niveau environnemental, là. Si on regarde, dans le fond, dans votre jeune temps, les hivers, qu'est-ce qui a changé entre 50 ans, mettons? Mettons, ouais. Oui. Comment ça a changé? Ça a changé en ce sens que aujourd'hui, là, les gens sont beaucoup mieux habillés qu'on l'était. Au niveau de Au niveau de froid. Au niveau du froid, là, en hiver, par exemple. Nous autres, on n'était pas habillés. Fait qu'on n'aimait pas l'hiver du tout. Maintenant, ils sont bien habillés, des bonnes bottes, des bons sauts, tout. Ça, c'est agréable. Même moi, j'en profite mieux que j'en profitais quand j'étais jeune. Mais sinon, au niveau du climat en général, avez-vous remarqué que plus de neige, moins de neige, plus de pluie? Moi, dans l'ensemble, si tu prends l'ensemble, c'est pas mal pareil. Oui? Oui, d'après moi, oui. Il y a eu des canicules, il y en a aujourd'hui. Il y a eu du froid intense, il y en a aujourd'hui. Ça se ressemble, c'est ce qui vaut, je pense, un peu. Et là, quand les enfants partent, je reviens tantôt, je saute du coq à l'âne, mais là, quand les enfants sont partis, là, puis là, là, on a comme le devoir qui s'achève, qui s'arrête ou qui se transforme, du moins. Ça fait quoi de réavoir du temps quand on n'a jamais eu? Ben moi, ça m'a jamais inquiété, ça. Ça m'a jamais inquiété parce que je savais que ça irait bien. Puis même quand mon mari a pris sa retraite, il était toujours ici. Il était 30 ans à la retraite. OK. Même avant, je savais que ça irait bien. Parce que je le connaissais puis je me connaissais. C'est tout. Puis avez-vous commencé à intégrer, exemple, des cours de choses que vous On a pris quelques cours, oui, on a pris quelques cours. On a fait plusieurs voyages. Ça a été bien aussi. Mais je savais que c'était pas un problème d'avance. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, ils disent « Ah, il est dans mes chaudrons ». Non, moi, j'ai jamais senti qu'il était de trop. Non, jamais. Vous qui êtes une spécialiste parce que vous l'avez cultivé tout au long de votre vie, pouvez-vous nous en parler de c'est quoi la foi pour vous? Bien, moi, la foi, c'est de jamais être toute seule. Tu as toujours quelqu'un qui te protège en quelque part. Ça peut être Dieu, ça peut être une voisine, ça peut être quelqu'un. C'est la foi en quelqu'un. Puis
Moi, je trouve que c'est une richesse, c'est un don, c'est un cadeau. La foi, c'est un cadeau. Puis j'ai déjà eu une vieille amie qui me disait, t'es chanceuse, t'as la foi. C'est un cadeau. Et puis, au niveau des valeurs de l'Église catholique, la compassion, le pardon, comment ça s'applique ça quand c'est très difficile? Je ne sais pas, ça. Je ne sais pas juste comment ça s'applique, je ne sais pas. Ça va de soi. Moi, je l'ai, ça va de soi. Je ne sais pas comment ça s'applique. OK. Ça ne se provoque pas, en tout cas. Si maintenant vous aviez un message à léguer pour les générations qui suivent, ça serait quoi? Ben, aimez-vous. Aimez-vous. C'est juste ça qui compte. Si tu n'as pas d'amour, tu n'as rien. Il faut s'aimer, puis il faut aimer notre mari, nos enfants, notre prochain, la nature. Aimer, tout le temps. Moi, je veux seulement. L'amour partout. C'est très juste. L'amour partout. Puis l'amour, ça vient avec la bienveillance. Ben, un mot, c'est grand, là. Tout s'enchaîne, là. La compassion, la bienveillance, l'aide, l'entraide. Ça va de soi, ça va de soi. Fait que ça a été quelque chose de très fort chez vous. Oui, puis j'en remercie le ciel de m'avoir donné ce cadeau-là. La preuve, le monsieur vient de tomber le gazon, puis elle leur montre, leur prépare un snack. Ça, c'est de la belle accueil, c'est de l'amour. Ben, c'est bien, c'est pas un petit paquet de biscuits, tu sais que je veux dire, quoi. C'est bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous transmettre ce patrimoine québécois-là. C'est une très grande richesse. Si ça peut aider quelqu'un, ça serait... Ben, moi, déjà, ça m'aide parce que là, juste d'avoir cultivé la foi et que là, toute la famille est protégée, dans le sens que ça a tout apporté des résultats aimants et concrets pour la terre et pour les autres. Parce que, bon, vous avez, exemple, dans vos enfants, une enseignante. L'enseignante, elle a aidé deux enseignantes. Je m'excuse, 2 enseignantes, et là, les 2 enseignantes ont aidé beaucoup de jeunes là-dedans. Oui. Et ben, en tout cas, bravo, ça a eu des répercussions beaucoup plus que juste votre petit clan familial. Oui. Bon, on parle des enseignants, mais on pourrait faire le tour de vos enfants aussi. Je suis sûre que ça a eu des répercussions dans tous les domaines aussi. Oui, bien sûr. De quoi vous êtes le plus fier? De mes enfants. Ah oui? Oui. Ah oui? Mes enfants, mes petits-enfants, mes arrières. La fierté est là. Oui. Wow. Merci beaucoup. Bienvenue. J'espère que ça a été pour vous aussi instructif et enrichissant. Et je vous souhaite d'avoir une rencontre avec une personne bien alignée dans qui elle est parce que c'est de toute beauté. Et puis ça paraît, votre état de santé, elle va très très bien. Oui, j'ai 86 ans. 86 ans? 87 bientôt. Bon, puis vous marchez 2 fois par jour dans le bois? Oui. Hiver, été, n'importe quand? La raquette, oui. Et là, donc, les pensées sont pures, il n'y a pas de négatif, c'est ça? C'est la nature, hein? La nature, c'est important. Ça vous nettoie beaucoup? Ah, c'est important, la nature. C'est tellement beau. C'est tellement beau, la nature. C'était merveille encore, moi, pour une petite feuille rouge, là. Oui. Oui. Des petites feuilles rouges, des Ça rares. paraît, parce que là, vous soignez les Suisses, les oiseaux. Les oiseaux, les écureuils, tout ça, oui. J'aime bien ça. Vous êtes c'est très beau à voir. Ben moi, vous êtes gentil. Merci. Fait que je vous souhaite sincèrement de connaître une personne constructive comme cette charmante dame, parce que ça amène vraiment de l'espoir. C'est ça, oui, beaucoup d'espoir. L'espoir et l'amour, là, c'est... Oui, mais c'est parce que vous avez bien fait les choses, puis ça a été très exigeant, parce qu'on n'en a pas parlé non plus, mais il y a tu sais, quand tu ramasses ton argent pour construire ta maison, puis là, tu bâtis... Il y a eu des moments difficiles, ça n'a pas toujours été rose, là, faut pas s'énerver avec ça, là, tu sais, on a eu des moments difficiles, on a eu de la maladie, les deux côtés, mon mari et moi, et là, on s'en est sortis. C'est ça qui est important. Félicitations. Ben, merci beaucoup. C'est très inspirant. Ben, merci. Ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça parce que c'est vraiment un beau cadeau. Mais merci infiniment à tout le monde.